Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue ici pour le dévoilement de cette magnifique plaque. Je m'appelle Stijn van Oosteren, je suis porte-parole du collectif Vélo Île-de-France. Parfois on nous appelle le collectif RERV parce que c'est nous qui avons produit ça et je vais justement vous raconter l'histoire de cette merveilleuse aventure. Mais juste d'abord je voudrais revenir une seconde sur cette plaque qui vient d'être dévoilée. Et cette plaque va indiquer que bientôt ici, il y aura beaucoup de cyclotouristes qui vont prendre leur café et leur sandwich là-bas. Mais moi, je vous lance un défi. Moi, je pense que bientôt, il y aura beaucoup plus de vélotaffeurs qui viennent ici pour prendre un café là. Parce que juste derrière vous, il y aura peut-être le RERB qui va être mis en place là. Cette piste cyclable qui fait partie de ce réseau. Donc peut-être que dans un an ou deux ou trois, il faudrait inaugurer une autre plaque, accueil vélotaf. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce serait peut-être une bonne idée pour mélanger le vélo urbain et le vélo touristique. Alors, juste pour vous raconter un petit peu ce qui est derrière cette carte, c'est une extraordinaire histoire humaine. Et comme toutes les histoires humaines, ça commence toujours par une rencontre. Et il se trouve que cette rencontre a commencé à Fontenay-Rose, pas très loin d'ici, aussi en banlieue sud, où j'habite, où je préside l'association Phare à Vélo, qui en 2018 se demandait mais pourquoi il y a autant d'associations dans les villes aux alentours et qui ne se connaissent pas vraiment entre elles. Et donc on les a invités dans un café qui s'appelle le Colibri, très joli nom, juste pour se présenter et pour savoir ce qu'on faisait pour le vélo, et peut-être pour essayer de travailler ensemble. Et vous savez, ça a marché. Ça a marché tellement qu'on était tellement enthousiastes dans cette salle avec 17 associations qu'on s'est dit, il faut que l'on mène ce collectif à l'échelle de la région. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Alors c'est ensuite la fédération MDB, Mieux se déplacer à bicyclette, qui a pris le relais et qui a mené des négociations pendant une année pour mettre toutes les associations vélo de l'Île-de-France intéressées autour de la table et autour de certaines valeurs, parce que les associations vélo ne sont pas toujours d'accord entre elles. Et ainsi est né, le 15 mars 2019, ici même à Massy, le collectif Vélo Île-de-France. Donc vous voyez, il y a une histoire très forte ici du vélo en banlieue sud, à Fontenay-Rose, à Massy, ici dans la banlieue sud. Donc nous avons une responsabilité sur nos épaules. Alors, quand ce collectif est né, on ne s'est pas contenté de naître et de prendre un pot, on s'est tout de suite mis au travail. Et quand on s'est retrouvé dans cet espace, cette grande pièce, en fait on s'est rendu compte qu'on avait tous quelque chose en commun, à savoir un problème. Que notre problème, ce n'était pas nos villes, mais c'était entre nos villes. C'était le fait qu'il était impossible, à l'époque, d'aller d'une ville à une autre en sécurité à vélo. Et donc on s'est dit, il faut un réseau vélo pour résoudre ce problème. Et plutôt que d'attendre que quelqu'un nous propose ce réseau vélo, on s'est tout de suite mis au travail. Alors c'est François-Xavier Monaco, qui est juste là, qui nous a invités chez lui à Malakoff, un après-midi, un dimanche je crois, pour commencer notre dessin. Et on avait vraiment la carte de l'Île-de-France, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va dessiner ces pistes-là? Et ça a été le début de cette histoire. Ensuite, on a demandé à tous les habitants de l'Île-de-France de nous donner leurs indications sur où devraient aller leurs pistes, dans des événements, sur Internet, etc. Et ensuite, François, Xavier et Vincent de Gauve, les deux co-pilotes de ce projet, ils ont mouliné toutes ces inputs pour en faire un réseau cyclable de 9 pistes. Et ça ressemblait un petit peu à une toile d'araignée, ça ne ressemblait pas à grand-chose, et pourtant il fallait le vendre aux politiques, il fallait que ce soit acceptable, il fallait que ce soit raisonnable. Et donc, on a dit il faut lui trouver un joli nom. On a lancé un concours pour avoir un nom très très intéressant. Et donc on a eu beaucoup de suggestions, je me souviens, le Grand Braquet, la Constellation francilienne, le VIF, le Vélo Île-de-France. Mais il y a un nom qui a retenu notre attention, et vous le voyez là, c'est le RERV. Et c'est José Lemoigne qui est juste là, et il se trouve qu'il habite à Massy, qui a inventé ce nom. Et ce nom nous a tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce qu'il explique d'un seul coup de quoi il s'agit. Pas de 2-3 pistes cyclables, mais d'un réseau de transport. Tout le monde connaît le RER. Et donc tout le monde connaît aussi le RERV. Et ensuite, on a trouvé ça tellement bien qu'on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on dessine cette fameuse piste, cette fameuse carte avec les 9 pistes, mais sous forme de RER, pour que tout le monde le reconnaisse. Donc on a pris les 9 pistes, et puis on a cherché une piste qui aille du nord au sud, et puis on l'a colorée en bleu, et on l'a appelée le RERB.
Ensuite, on a trouvé une piste qui a d'est en ouest et on l'a appelée les RER-A, ainsi de suite. Comme ça, on a collé les 5 pistes, les 5 lignes du RER que vous connaissez tous sur cette piste. Voilà, c'est pour ça qu'on le reconnaît très bien. Alors, pour que ça soit vraiment complet, on a juste ajouté 4 pistes, à savoir 2 pistes circulaires, la petite ceinture sur le boulevard des Maréchaux, le pourtour de Paris, et puis le D86, le A86 vélo, on pourrait dire. Et voilà le résultat. Alors ensuite, quand c'était prêt, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que maintenant, il faut le réaliser. Un dessin, c'est bien beau, mais c'est là qu'il faut, pas sur le dessin. Et donc, nous avons mis notre plus beau costume. Nous allons discuter avec les responsables politiques de notre région, avec les départements, avec la métropole du Grand Paris, avec la présidente de notre région. Et vous savez quoi? Ça a marché. Ça leur a plu, à tel point que tout de suite, le Val-de-Marne a décidé de nous aider avec un montant d'argent. La métropole du Grand Paris nous a aidés aussi. Et c'était très important pour ce projet parce qu'avec les premiers sous, on a pu engager des personnes. Un expert en aménagement cyclable, Rive Vasta, qui travaille tous les jours pour ce projet, une animatrice de réseau, Clara San-Nicolo, et notre fantastique directeur, Louis Benenfant, qui porte ce projet avec son équipe à bout de bras tous les jours. Et c'est pour ça que ça marche. Alors ensuite, c'est aller plus loin. Vous vous souvenez, le début de la pandémie, mois de mars 2020, et le 21 avril, Valérie Pécresse annonce à la presse qu'elle finance ce projet à hauteur de 300 millions d'euros. Vous vous rendez compte? 300 millions d'euros pour un projet qui a été dessiné par des citoyens. Je pense que c'est plus ou moins unique. Je n'ai pas vu quelque chose comme ça avant. Et donc ensuite, on pouvait commencer le travail. Et c'est maintenant qu'on est dans une phase où on est en train de créer des comités de ligne pour vraiment concrétiser ce merveilleux projet. Alors, je voulais terminer cette présentation pour vous dire l'essentiel. Et moi, je crois que l'essentiel de cette présentation, c'est vraiment les citoyens. Les citoyens qui ont pris leur destin en main pour améliorer leur région, pour dessiner une vision qui va devenir réalité. On espère le réaliser pour les 2/3 d'ici à 2025. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que ce projet a marché grâce à un dialogue entre les citoyens et les élus qui sont là, ici avec nous, qui travaillent tous les jours sur ce projet pour nous assurer que ça fonctionne bien, pour nous assurer que tout le monde soit autour de la table. Donc je vous remercie tous et toutes de votre participation tous les jours pour ce projet. Et j'espère que vous le souteniez tous, que vous communiquez tous sur ce projet pour qu'il puisse être aimé et réalisé dans notre région. Voilà, donc je voulais terminer cette présentation ici et ensuite poursuivre le dialogue avec vous. Et pour ça, je vais prendre ma petite question. Alors, monsieur le maire, Nicolas Samsou, maire de cette ville, merci de nous recevoir pour la deuxième fois, parce que c'était déjà la dernière fois, vous nous receviez déjà, donc on est en train de créer une tradition ensemble. Alors, je pensais juste vous demander, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire du RERV, du collectif Vélo Île-de-France? D'abord, ça m'inspire un bon souvenir. Je suis quand même extrêmement fier que ce soit à Massy que ce collectif se soit formellement constitué. Je suis vachement fier parce qu'en plus, je pense que la bataille du vélo, entre guillemets, c'est ici qu'elle se passe. Alors ici, pas que à Massy, mais entre guillemets, je pense qu'à Paris, elle est déjà gagnée. Il y a encore plein de boulot à faire, mais on est passé de l'autre côté. Ici, c'est encore difficile. Il y a encore plein d'obstacles à franchir. Et je pense que c'est typiquement dans ces territoires qui sont à la frontière entre la petite couronne et la grande couronne. Massy, c'est un peu la dernière ville de la petite couronne et l'ouverture vers la grande couronne, que vraiment on réussira à donner la dimension régionale à la question du vélo. Donc je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici, avec mes amis du département, de la région, de l'Agglo, de la ville, de la Vélocénie, voilà, mais je suis très heureux de vous accueillir ici. Merci, donc vous dites que c'est difficile, pourtant vous avez réussi, comme un des rares maires ici dans la Grande Couronne, à mettre en place des coronapistes. Vous savez, ces fameuses pistes cyclables temporaires qui facilitent tellement la vie de nos citoyens. Est-ce que ça a été si difficile que ça? Alors, pas forcément, pour deux raisons. La première, c'est que le vélo, c'est contagieux. En ces temps de pandémie, la comparaison est peut-être un peu douteuse, mais je suis convaincu que le vélo, ça se fait par contagion successive. Je pense que si on a été assez loin à Massy, c'est par exemple que la ville de Sceaux, qui est toute proche et qui fait beaucoup de choses, j'aurais dû dire Fontenay-aux-Roses, pardon, fait pas mal de choses, et quand on voit le voisin faire,
on ose aussi, on ose un peu plus. Et je suis convaincu que, parmi d'autres, si Massy est pas mal poussé, on a aussi aidé, Bure a beaucoup enchaîné, beaucoup de villes de l'agglo, les eaux, Marcoussis fait beaucoup de choses. Alors, on s'entraîne les uns les autres, mais je crois qu'il y a cet effet de contagion et le fait qu'on ne soit pas isolé aide beaucoup. La deuxième raison pour laquelle c'est pas dur, c'est parce que, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Frédéric Errand ce matin, c'est parce qu'il faut qu'on accepte de se tromper. C'est-à-dire qu'on peut oser des trucs un peu audacieux quand on se dit j'ai le droit de me planter. Si jamais on se dit si je le fais, j'ai pas le droit de revenir en arrière, on n'ose rien. Tout l'intérêt de ces démarches tactiques, et vraiment Frédéric Errand, ce qu'Anthony l'a très bien expliqué, c'est par rapport à une démarche très cartésienne à la française où on va avoir tout résolu à l'avance, on tente des trucs et puis on voit. Et globalement, dans nos pistes, je trouve qu'il y en a l'essentiel qui marche plutôt bien. Il y en a une ou deux où honnêtement c'est le boxon dans la ville et il va falloir qu'on corrige des choses. Mais c'est pas grave. Et si on n'avait pas osé, si on s'était pas dit on pourra corriger, on l'aurait jamais fait. Alors on fait, et je termine là-dessus, je pense que tout ça a du sens s'il y a deux choses encore. Les citoyens, c'est-à-dire que justement pour essayer de voir comment on va faire sur les coronapistes, je déteste le mot, c'est horrible. Les pistes temporaires c'est mieux. Mais on fait un questionnaire aux citoyens pour voir, pour avoir des retours, et c'est aussi sur cette base-là qu'on va réagir. Et puis parce qu'il y a des solutions de long terme, c'est-à-dire que même si on essaie d'écouter, mais éventuellement on corrige, ça permet de se projeter après. Il y a un truc sur lequel on travaille aujourd'hui, et j'associe Grégoire et Olivier à la fois au titre de l'agglo et de la région, l'un comme l'autre, et Aurélie aussi au titre de la région. Vous savez que la coulée verte, elle s'arrête aujourd'hui à Massy-Verrières. Oui. Et là, c'est marrant parce que ça va faire le lien, est-ce que vous dites, avec le lien entre le RERB et le RER vélo. Pour améliorer le RERB, on va changer des ponts qui sont à 1,5 km plus au nord pour le RERB. On va profiter de ça pour, avec la SNCF, avec la région, avec l'agglo, etc., faire qu'on prolonge la coulée verte de Massy-Verrières jusqu'ici. Et je trouve que ce lien, il donne tout son sens à votre démarche, de dire qu'on est bien dans un RER vélo, et je pense que quand on aura fait ce projet-là, on va avoir fait vraiment un truc chouette. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ça fait chaud au cœur. Je retiens surtout le mot « oser ». Monsieur Grégoire de l'Astéré, je voudrais continuer avec vous. Vous êtes le maire de la ville juste à côté, Palaiseau. Vous êtes aussi président de l'agglomération Paris-Saclay. Et aussi, vous représentez la région ici, en tant que délégué aux nouvelles mobilités. Vous avez donc avec la région, mis 300 millions sur la table pour financer ce projet. C'est extraordinaire, d'autant plus que la région n'a pas de compétence sur la voirie, c'est pas elle qui décide, donc c'est un signal extrêmement fort. Mais encore faut-il que les autres suivent. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que les autres, c'est-à-dire le département, suivent? Vous sentez cette dynamique? Alors, je vais me mettre derrière l'ensemble parce que sinon ça va avoir un petit Larsen. Déjà, merci pour l'initiative de ce soir. Merci à la ville de Massy de nous accueillir. Effectivement, le projet du RER-V est un projet qui a tout de suite séduit Valérie Pécresse. J'étais dans la première réunion où le projet lui a été présenté, après que le collectif dont je salue la constitution ait rencontré les premiers représentants de la région. Et elle a tout de suite embrayé en disant « mais c'est super, il faut vraiment qu'on aille à fond dessus ». En ayant conscience d'une difficulté particulière, c'est qu'effectivement, la région n'est pas propriétaire des voiries. En Ile-de-France, les voiries, elles sont soit départementales, soit de la compétence des communes ou des intercommunalités. Ça dépend, il y a un peu de tout, c'est le millefeuille francilien qu'on connaît tous malheureusement. Et le geste fort que Valérie Pécresse a souhaité faire, c'est de dire on va cofinancer à 60% les investissements des autres collectivités. C'est effectivement pas une compétence classique de la région, mais la région, elle est compétente notamment à travers Île-de-France Mobilité sur les sujets de mobilité, de transport en commun. On connaît la saturation, on parlait du RERB tout à l'heure, de certains transports en commun dans notre région. Saturation qui, même si aujourd'hui on s'en rend un peu moins compte sur certaines lignes parce que l'effet post-confinement fait qu'on n'a pas encore retrouvé une fréquentation des transports en commun classique, mais on connaît néanmoins ces difficultés-là. Et le fait de cofinancer avec une ville, un département, une intercommunalité, ça va permettre de déclencher des investissements parce que va se dire le président d'un département et que va se dire le président d'une agglo, il va se dire mais
En fait, moi, ça me coûte 2 fois moins cher de la faire maintenant la piste. Alors que si j'attends un petit peu, il y aura peut-être plus les 60% de la région. À la fin, je vois parmi mes collègues élus de plus en plus de conviction sur le fait qu'il y a une révolution à faire en matière de mobilité douce et que le mode vélo doit être un mode qui prend beaucoup plus d'ampleur. Et donc, il y a vraiment un côté incitatif maintenant à avancer. On l'a vu sur les pistes temporaires. Je suis comme toi, je pense qu'il ne faut pas les appeler autrement que pistes temporaires parce que sinon, ça les lie trop à un événement tragique. Néanmoins, sur ces pistes-là, on en a fait plus de 150 km tout de suite en sortie. On a vu la facilité avec laquelle des maires qui autrefois étaient réticents, et je ne parle pas du tout de Massy parce que c'est bien le contraire ici, mais il y a d'autres villes où on ne s'attendait pas à ce que des pistes temporaires ouvrent, et pourtant en l'espace d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, la décision a été prise, les aménagements ont été faits, des aménagements légers, réversibles effectivement, et ça a permis d'avancer. L'objectif global de tout ça, vous avez parlé des vélos taffeurs tout à l'heure, c'est de tripler l'usage du vélo quotidien en Ile-de-France. Aujourd'hui en Ile-de-France, on a à peu près 2% des trajets quotidiens qui sont faits en vélo. C'est extrêmement faible, d'autres pays européens sont à 10, 15, 20, 25%. Donc on a une vraie marge de progression. Donc déjà si dans les 2-3 ans à venir on arrive à passer à 5-6%, et ça demande des projets ambitieux comme le RERV, mais pas uniquement, ça demande plein d'autres choses aussi, ça demande des places de stationnement, ça demande une aide aussi à l'acquisition de vélos, enfin je rentre pas dans tout ce qui se passe ici, mais l'objectif c'est qu'en 2025, à l'horizon de la première partie du RER vélo, il y ait toutes les gares d'Île-de-France qui soient équipées de stationnement Véligo, qu'on ait 50 000 places de stationnement à proximité de ces gares qui soient installées. C'est aussi toutes ces choses-là mises bout à bout qui vont permettre d'obtenir cette modification de comportement de la part des Franciliens. Merci beaucoup, c'est très très motivant. Je voulais juste vous poser une question sur votre délégation, très spécifiquement dédiée aux nouvelles mobilités. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous avez, sur le vélo notamment, depuis que vous avez pris cette délégation pour la région? Ça c'est une question d'introspection profonde. Je vais vous dire, non pas avec ma casquette de conseiller jeune, mais avec ma casquette de maire. Je vais vous donner un exemple. On a lancé maintenant, il y a 2 ans à Palaiseau, la constitution d'un gros plan vélo sur la ville. Et je voyais bien, j'ai une administration de grande qualité, j'ai des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires des voiries qui sont extrêmement volontaires, mais je voyais bien que quand je leur parlais de vélo, ça leur parlait pas complètement, ils n'étaient pas complètement à l'aise. Et puis parfois ils faisaient quelques aménagements et on avait les associations palaisiennes qui venaient nous voir en disant c'est pas top comme ce que vous faites. Et du coup on a fait un truc à la mairie. J'ai acheté au service technique une dizaine de vélos électriques. Et je leur ai dit, franchement, quand vous baladez d'un site à l'autre, je veux que vous arrêtiez de prendre la voiture, prenez au maximum les vélos. Et mes ingénieurs brillants des routes ont pris des vélos. Et se sont rendus compte que leurs super aménagements étaient top pour les voitures, mais un peu moins bien pour les vélos. Et progressivement, on est en train de faire changer leur vision de l'aménagement urbain, parce qu'eux-mêmes deviennent usagers vélos. Et c'est par des petites choses toutes bêtes, hein, ça n'a pas coûté grand-chose l'achat de 10 vélos à la mairie, mais que progressivement on est en train, je pense, de changer la manière dont on pense le vélo dans la ville au sein de l'administration. Merci beaucoup, vous faites travailler le vélo en fait. Voilà. C'est une excellente idée. Madame Isabelle Ménard, vous êtes présidente de Vélo Civil. Voilà, vous avez dévoilé cette plaque. Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce concept de l'accueil vélo, puisque c'est le premier accueil qui a été inauguré ici aujourd'hui. Alors l'accueil vélo dépend de la région centre, c'est eux qui en fait l'ont créé suite à la Loire à vélo. Et depuis il s'est nationalisé, donc c'est tout bête, maintenant c'est un label qui existe sur toute la France pour tout ce qui est accueil vélo, que ce soit une chambre d'hôte, un hôtel, un resto, et par exemple une recyclerie. Voilà. Donc c'est vraiment pour tous les itinéraires cyclables, vélo, tourisme ou pas, c'est un accueil spécifique aux cyclistes, qu'ils soient urbains ou touristes. Et c'est vous qui choisissez ou c'est la ville qui répond pour en avoir? Alors, en fait, il y a eu toute une démarche, puisque comme c'était la région centre, aujourd'hui c'était organisé par la région centre, mais maintenant le label est avec le France Vélo Tourisme, et donc c'est eux qui voient au fur et à mesure des demandes. D'accord. Voilà. Alors, c'est très touristique à l'origine.
Ben, justement, je voulais parler de ça. Nous, notre collectif est plutôt vélo urbain. On arrive ici sur un itinéraire touristique que j'ai d'ailleurs effectué moi-même de ma maison à Fontenay jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc, on constate une synergie entre deux modes de pédaler, à savoir le vélo urbain et puis il y a ce vélo tourisme. Est-ce que vous sentez aussi cette synergie en tant que président de la Vélociné entre le vélo urbain? Est-ce que cet itinéraire commence aussi à être utilisé pour les transports? Oui, tout à fait. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que j'ai eu une autre casquette en tant qu'élu où j'étais au bureau du club des villes et territoires cyclables en tant que ville de Chartres et de l'agglomération chartraine. Je connais d'ailleurs certains visages que j'ai rencontrés auparavant. Donc j'étais très branchée sur le vélo urbain, le déplacement urbain. À l'époque, ça va peut-être vous faire sourire, mais vu comme je suis habillée, j'étais surnommée la Belle des Champs, puisque toujours en talons et en jupe dans la ville, en train d'embêter tout le monde à vouloir mettre des vélos partout. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Patrice Paté, à Sceaux. Merci beaucoup. Vous en avez pour parlé ça. tout à l'heure. Et il a fallu passer tous ces petites phrases rigolotes. Et aujourd'hui, on est en 2020. Le corona, je suis désolée, est passé par là, mais il faut quand même le dire. Il y a quand même une révolution qui se passe aujourd'hui. Et avec la Vélocénie que j'ai pris donc en 2019, en tant que présidente, je suis passée de l'autre côté, le tourisme. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réfléchir à ce que le vélo urbain et le vélo tourisme ne fassent qu'un. C'est-à-dire qu'il y a le France Vélo Tourisme qui existe, le Club des villes et territoires en tant que parlementaire qui existe, donc que des élus, et puis tout ce qui est associatif avec la FUBICI et les différentes associations qui existent comme la vôtre. Je pense que vous dépendez aussi de la FUBICI, c'est ce qui serait logique. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc on a, je pense, un très gros travail en tant qu'élu du côté déplacement urbain et tourisme pour essayer d'arrêter ces nombreux millefeuilles et de ne faire qu'un dans nos aménagements et dans nos accueils vélos, voilà, pour avoir une dynamique nationale, puisqu'on peut dire que suite à cet été où le vélo a explosé, pour la Vélocénie, on est à 29% d'augmentation, ce qui est énorme, énorme. Nous, on a la chance, on a commencé à parler tout à l'heure, mais la Vélocénie, c'est un trajet Paris-Mont-Saint-Michel, avec 4 sites de l'UNESCO. On traverse un patrimoine naturel, 3 parcs nationaux. Donc c'est quand même très intéressant et une culture territoire gastronomique assez passionnante. Pour ceux qui, la seule chose qui nous manque, c'est les cèpes de vigne chez nous. Sur l'itinéraire, on n'a pas un cépage, mais il y a le cidre. Donc les Normands sont contents quand même. Mais voilà, il y a quand même un très bel itinéraire. Et je pense que quand on aménage une ville, enfin quand on aménage un itinéraire touristique, on traverse des villes. Et ces villes-là doivent être aménagées pour le cyclisme touristique, puisqu'il va faire des étapes, il va consommer, il va rester, il va être ou dans un camping ou dans une chambre d'hôte de luxe ou un hôtel, et il va consommer. Aujourd'hui, la Loire à vélo, si je ne me trompe pas, c'est 100 € de dépenses pour un cycliste, un touriste. La Vélocénie, c'est un petit peu moins, on est à 72, alors qu'un automobiliste... c'est 54 € de dépenses pour le tourisme. Il reste moins longtemps. Il dépense moins. D'accord. Voilà. Merci bien. Alors, Madame Aurélie Gros. Bravo. Félicitations. Alors, je ne vais pas rester sur le vélo urbain parce que c'est notre spécialité. En passant vraiment au tourisme. Quel est selon vous l'impact de cet itinéraire, la Vélocénie, sur le tourisme dans notre département, ici l'Essonne, voire au-delà? Écoutez, en 2 chiffres, parce qu'au-delà de l'Essonne, je pense que la problématique vélo est une problématique qui aujourd'hui est française. Et quand on fait ce type de cérémonie et qu'on communique et qu'autant d'élus sont présents, et même des élus de Chartres, ça montre bien qu'il y a une volonté commune, en tout cas, de changer les pratiques, tant au niveau vélo urbain qu'au niveau touristique. Aujourd'hui, en France, la France est le deuxième site touristique mondial pour le tourisme à vélo. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Vous avez quand même 21 millions de Français qui font du vélo pendant leurs vacances. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que clairement, aujourd'hui, on se doit de développer toutes ces pistes touristiques pour faire découvrir notre patrimoine. Et qu'est-ce que ça a apporté, la Vélocénie et d'autres, hein, on a aussi la Scandibérique qui passe en Essonne, c'est qu'au-delà de ça, c'est une découverte et une redécouverte de nos territoires. C'est aussi une découverte de nos relais, de nos hôtelleries, de la nourriture qui existe en Essonne, de nos produits du terroir, etc.
Donc on fait redécouvrir un territoire essonnien dans la nature, et vous le savez, l'Essonne c'est 50% urbain, 50% rural. Donc même si la Véloccénie n'est pas sur un nombre de kilomètres très élevé en Essonne, ça permet de faire redécouvrir notre territoire et aux Essonniens, mais aussi aux touristes d'une manière différente. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que l'on porte tous ici réunis. Merci. Question, vous parliez du côté rural dans ce département. Souvent, on a l'idée, l'a priori, que dans des départements ruraux, voilà, le vélo n'a pas sa pertinence. Comment vous voyez ça en tant qu'élu de ce département ? Écoutez, le département, même si ce n'est pas ma compétence, le vélo, vous voyez, c'est toujours la problématique des compétences entre les élus. Moi, je suis au tourisme, je suis à la culture, je ne suis pas au plan vélo, mais nous avons un élu en charge des transports qui a donc développé un plan vélo sur le département. Et aujourd'hui, c'est quand même 155 kilomètres de voiries vélo qui ont été financées par le département. Ce n'est pas rien. Et notamment dans le rural. Aujourd'hui, les pistes cyclables qui sont développées dans les territoires ruraux en Essonne sont faits aussi pour nos collégiens qui se rendent au collège. Et je crois qu'on ne peut plus refaire une voirie aujourd'hui sans prendre en considération qu'il y aura des vélos qui passeront. On note. Voilà, on note. donc je le dis, et je crois qu'on en est tous d'accord, il faut qu'on s'habitue, nous élus. Il n'y a pas que la voiture, il y a les vélos, il y a des aides régionales, et on le sait notamment sur la location du Véligo. Il y a des choses qui sont offertes aujourd'hui pour les franciliens, pour la découverte de ce sport. Il y a certaines personnes qui ne font pas de vélo ou qui pensent que ça va être compliqué de se rendre à un endroit à vélo, mais des fois c'est beaucoup plus simple d'y aller à vélo qu'en voiture, et c'est beaucoup plus écologique. Alors merci beaucoup. Voilà, nous comptons sur vous pour faire rentrer le 91 dans l'RERV. Je voudrais juste rajouter, parce que on n'a pas peu échangé tout à l'heure, mais étant une personne qui est très attachée à la concertation citoyenne sur le territoire français, je voulais vous féliciter parce que votre histoire m'a beaucoup émue. Je trouve que c'est un exemple, en tout cas pour nous élus, de concertation qui fonctionne. Et c'est tout à votre honneur, donc je voulais vous en féliciter si vous me le permettez, et au nom de mes élus, parce qu'on le pense tous aujourd'hui, il faut réapprendre à porter des projets différemment et avec les citoyens, et vous en êtes un très bel exemple. Merci, ça nous va droit au cœur. Merci à tous. Merci beaucoup, madame. Monsieur Louis Thomas, vous êtes maire de Marcoussis. Bienvenue parmi nous. Vous êtes aussi vice-président pour la circulation douce de l'agglomération Paris-Saclay. Je voulais vous demander, il y a 27 communes que vous devez mettre d'accord pour renforcer votre schéma cyclable, hein, parce que j'ai appris que vous êtes en train de renforcer le schéma cyclable qui existait déjà. Donc c'est un petit peu le RERV mais en petit. Alors donc du coup on a envie de tirer les leçons de votre expérience. Est-ce que ça se passe bien? Mon expérience est courte puisque je ne suis vice-président de Grégoire que depuis quelques semaines. Je crois que la difficulté ne va pas être de mettre d'accord les 27 élus parce que grosso modo nous sommes un certain nombre de l'agglo. On est plutôt d'accord pour être allant sur cette question du vélo et d'installer davantage de pistes cyclables, de les sécuriser. Mais vous voyez, c'est une histoire d'échelle. Moi je suis maire d'une ville qui est là dans le trou. Oui. Et cette question, elle est importante, c'est-à-dire que c'est une question de maillage. Il y a effectivement le RERV, et c'est majeur, c'est important, mais on doit, nous, avec nos compétences à l'intérieur d'un territoire plus petit, continuer à faire un maillage qui est plus fin, qui répond à d'autres objectifs. Par exemple, il y a beaucoup de zones d'emploi dans notre agglomération, et fort heureusement. Il faut qu'on réfléchisse autrement, il faut faire en sorte que les salariés qui vont dans ces zones d'emploi, qui sont souvent, pour une grosse partie, des gens qui viennent des villes voisines, puissent aller et revenir en vélo. Et ça, il faut les sécuriser pour cela. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on va réviser notre schéma cyclable. C'est pour ça aussi qu'on doit travailler avec la partie économique de notre agglo pour mieux connaître les salariés, d'où ils viennent et arriver à faire ce maillage et les prioriser. Et aussi la question des lycéens. Tu parlais des collégiens tout à l'heure, mais les lycéens, c'est aussi majeur. On a des lycées dont les enfants viennent de parfois 3, 4, 5 villes. Il faut aussi qu'on arrive à favoriser leur déplacement vers le lycée en vélo. Et ça, c'est un travail qu'on doit conduire, évidemment, avec la région qui a la compétence des lycées. Mais il y a aussi un certain nombre de points noirs. Donc les points noirs, on les connaît, notamment grâce au travail de la FUB et de mieux se déplacer en vélo. Il y a une enquête qui est très précise, des éléments qui sont précis, et il faut qu'on lève ces points noirs. Alors, ces points noirs, ils sont de nature très différente. Il y a des points noirs un peu lourds, qui sont des points noirs de voirie,
et notamment dans des travaux, y compris dans des travaux du département. Donc j'entends tout à fait ce que tu me dis avec plaisir. Donc on va pouvoir lever ces points noirs départementaux rapidement. Et puis il y a aussi des fois juste des soucis techniques, des poubelles qui sont au milieu des pistes cyclables. Et ça, il faut aussi qu'on ait tout un travail d'éducation, de formation de la population pour faire en sorte que le vélo ne soit plus la partie congrue de la politique et que la voiture ne soit pas prioritaire surtout. Donc ça, c'est important. Donc c'est un volet important dans notre schéma. Il y a aussi la question, mais ça a déjà été évoqué, de l'endroit où on peut garer les vélos, que ce soit sécurisé, qu'on ne revienne pas avec... il n'y a plus de vélos. Donc ça, c'est quand même un peu fâcheux de s'acheter un vélo. Mon fils, il va à la gare en vélo tous les jours. Il s'est fait voler 4 fois le vélo en 5 mois. Donc c'est un peu fatigant. C'est surtout que ça me coûte cher de racheter le vélo à chaque fois. Mais bon, voilà. Ça, je pense que la région commence à travailler bien sur ces sujets. Donc ça, c'est sécurisé. Il faut qu'on avance. Et pas que dans les gares. J'insiste pour que ce soit pas notre vision du vélo ne soit pas que dans les gares. Il y a aussi les zones d'activité, il y a aussi les zones de loisirs. Vous avez parlé du tourisme. Il y a plein d'endroits qu'on doit pouvoir visiter en vélo facilement. Il faut qu'on ait une pensée qui soit assez globale sur ces sujets. Et l'habitat, notamment l'habitat collectif. Et l'habitat collectif, où il y a tout un travail à faire avec les bailleurs notamment, pour qu'aussi on puisse garer les vélos, les sécuriser, etc., etc. Il y a un dispositif de la région qui est formidable. Je le dis d'autant plus facilement que moi, dans la région, je suis dans l'opposition. Donc je le dis assez facilement pour vraiment féliciter l'équipe en place sur la possibilité d'acheter des vélos électriques avec une prime qui est vraiment très intéressante. D'ailleurs, on voit le boom en ce moment et on est dans y compris dans notre agglomération, dans une géographie qui est parfois quand même un peu accidentée. Donc parfois, ça peut être un frein pour se déplacer, de monter des cotes assez importantes. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'électricité, n'est-ce pas José, mais il y en a qui en ont besoin, donc c'est bien de mettre un petit plus. Et ça, c'est aussi important qu'on multiplie de partout tous les efforts pour faire en sorte qu'on fasse réellement cette révolution du vélo. Merci beaucoup. Vous pointiez le trou, comme vous disiez tout à l'heure. Effectivement, sur cette carte, il n'y a pas de maillage. En réalité, il y en aura beaucoup plus. Est-ce que vous avez contact avec les associations? Comment vous voyez la création de ce maillage, et notamment des niveaux plus fins du RERV? Parce que le RERV, ce n'est pas que ces grandes lignes-là, mais c'est aussi des lignes un peu mineures. Alors oui, on a contact avec les associations. Je n'imagine pas qu'on refasse notre schéma cyclable sans que ce soit en concertation très profonde avec les associations, avec les usagers qui connaissent mieux que personne justement les points noirs, les obstacles. Donc c'est avec eux que ça doit se construire. Et aussi justement les connexions. Parce que moi je suis en charge du vélo dans notre agglomération, mais notre agglomération n'est pas une île. Il y a aussi des agglomérations voisines, donc il faut qu'on parle à nos voisins pour se connecter entre agglos et qu'on ne se retrouve pas à chaque fois face à des murs. Donc ça c'est vraiment important d'avoir cette pensée, et évidemment c'est les usagers qui doivent nous aider là-dessus, mais aussi il faut encourager tout le monde. Grégoire disait qu'il avait acheté plein de vélos à ses services techniques, moi aussi, et donc c'est vrai que ça modifie leur mode de pensée. Donc je pense que plus ça modifie le mode de pensée, y compris de nous autres élus, de pratiquer le vélo, plus vite on avancera sur ces sujets. Merci beaucoup. Alors avant d'ouvrir la parole à la salle pour vous permettre de poser des questions à vos élus, j'ouvre une toute petite page publicitaire, et pour ça je vais juste prendre quelque chose là, parce que monsieur le maire de Marcoussis, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a que les usagers qui savent bien parler du vélo, qui savent de quoi il s'agit. Bon, je peux confirmer qu'il y a une association dans notre réseau qui s'appelle Paris en Selle et qui s'est posé la question, mais comment se fait-il qu'aux Pays-Bas, 3 enfants sur 4 peuvent aller à l'école en sécurité sur leur vélo? Et donc ils sont allés aux Pays-Bas, ils ont analysé le réseau cyclable et ils ont écrit la solution, en fait la recette qu'ils ont distillée de ce réseau cyclable dans ce livre de 144 pages, très simple à lire, dont j'ai apporté quelques exemplaires que je vends pour 20 € pièce, c'est le prix coûtant pour soutenir la cause, et qui est aussi disponible sur internet. Donc je vous encourage vraiment à le télécharger pour vous en inspirer, pour en parler. Ça s'appelle Le Guide de Paris en Selle. C'est un livre qui m'a ouvert les yeux sur mon propre pays d'origine, qui est les Pays-Bas, parce que même quand on est usager, on ne sait pas forcément dessiner une bonne piste cyclable. Voilà, c'est un livre passionnant. J'ouvre la parole. Qui a envie de poser une question, qui voudrait lever la main pour demander, pour apporter un témoignage? Par rapport au dernier point que vous avez soulevé là sur les besoins de liaison interaglo, intercommunaux,
Donc il y a un groupe de travail du RERV dans l'Essonne qui a fonctionné, qui n'a pas encore publié sa proposition, mais qui a tracé 4 branches transversales qui relient ces branches régionales, hein, et qui, pour nous, s'adresse d'abord aux agglos. Donc on a un peu le projet de présenter ce schéma qu'on appelle de RER de niveau 2, et il y a une ligne qui passe à Marcoussis, qui nous paraît assez stratégique, parce qu'elle relie Évry, Brétigny, les Ulysses, et on passe à Marcoussis. Il y a des choses à faire là-bas. Alors, donc je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer. On voudrait réunir les différentes agglos. Voilà. Vous voulez réagir ou... Non, mais oui, je me doute bien, le long de la 104, puisque là, c'est un axe majeur. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on ait cette réflexion. Il y a des axes majeurs, soit routiers, soit ferroviaires, où on pourrait imaginer, mais on sait que c'est parfois des batailles juridiques complexes, notamment avec nos amis de la SNCF, mais pour profiter de ces espaces-là, pour faire des passages vélos assez simplifiés sans qu'on mette le pied par terre. Quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en ai une moi-même. Oui. Pardon. Bonjour. Je suis sur les Ulysses. Je suis dans différentes associations, dont le comité des usagers du RERB Sud. On a eu l'occasion des fois de débattre, ou mes collègues, notamment avec ceux de l'Astérie, Jean-François Vigier et d'autres. Hein. Mais j'attire l'attention sur le fait, ça fait un moment effectivement qu'on prône qu'il y ait bien ces bonnes liaisons entre vélo et RER. D'ailleurs, nous sommes en relation avec des groupes mieux se déplacer à bicyclette, hein, du secteur, hein, puisque peut-être ça a été évoqué au départ, hein, excusez-moi si j'étais pas là, pour que on a évoqué les parkings sécurisés vélos, je crois qu'il y en a sur un coin de Massy, il y en a à Bure, voilà, il faut le développer. Il y a aussi le fait de faciliter le fait de pouvoir prendre le RER le RER avec son vélo, hein, de façon un peu plus large, parce que aller à Paris en vélo, il y en a qui le font, mais enfin si vous allez pour travailler, donc voilà, il faut faciliter comme ça, hein. Et puis pourquoi pas même, ce qui était évoqué, c'est de pouvoir mettre les vélos sur les bus, hein, ça se fait dans certains pays, une sorte de porte-bagages à l'avant, à l'arrière, bon. Et puis un point qui a été évoqué tout à l'heure, je pense que ça a peut-être été soulevé, mais vous avez parlé des points, entre guillemets, points noirs, etc., qu'ont les grands travaux. Je suppose que c'était évoqué la question de prendre en compte le passage des vélos sur le ring des Ulysses, puisque les travaux dépendent aussi du département. Je sais qu'il y a eu des discussions. Moi, on avait participé un petit peu au rassemblement en juillet, hein, là-dessus. Il y a eu des contacts depuis. Mais voilà, il faut vraiment aussi qu'il y ait une solution là-dessus. Merci, monsieur. Vous avez envie de réagir? Alors, je vais réagir à la première partie de votre propos sur le RERB et les liens avec le vélo. Alors, effectivement, peut-être vous n'étiez pas encore arrivé, mais sur le stationnement des vélos à proximité des gares, l'objectif, c'est qu'en 2025, chaque gare d'Île-de-France ait une station Véligo. Et que globalement en Île-de-France, et pas uniquement autour des gares, il y ait 50 000 places de stationnement. Et à l'objectif 2030, on parle de 100 000 places de stationnement partout en Île-de-France. Ça, c'est l'objectif cadre dont s'est dotée la région Île-de-France en avril dernier, de manière concomitante aux annonces sur le RERV. Sur le sujet de dire, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre le RER avec mon vélo? Et effectivement, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de montrer dans un Transilien, dans un RER avec votre vélo. C'est lié à une... Non, mais je parle de l'heure de pointe. Je parle de l'heure de pointe. Parce que justement, sur l'heure de pointe, la saturation du réseau ferré est telle aujourd'hui que ce serait d'une part extrêmement compliqué de rentrer, et puis que ça ferait que en fait, vous prenez 3 ou 4 places de passagers. Donc aujourd'hui, dans l'état actuel du réseau ferré en Île-de-France, c'est compliqué d'avancer sur ces questions-là. On peut avoir un jour un objectif à terme de faciliter ces choses-là. Ça, j'en suis parfaitement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs en lien avec ce que vous dites sur les bus, où là, je pense qu'on pourra beaucoup plus facilement avancer sur cette question-là. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays, sur quel type de ligne ce genre de portes vélo peuvent être mis en place. Mais là où on voit bien qu'on n'a pas les mêmes sujets de saturation, parce que c'est en extérieur de bus. Sur le ring des Ulysses, c'est pas de la compétence de la région, donc... Merci, monsieur le maire. Vous apportez la perspective néerlandaise aux Pays-Bas. Quand vous prenez un train,
une personne sur deux dans ce train a commencé son trajet à vélo. Une sur deux. Et pourquoi ça marche? Parce que dans 3 gares sur 4, il y a un système de location vélo, ça s'appelle OV-Fits, c'est le vélo transport public que vous pouvez soit prendre, soit laisser. C'est pour ça que ça marche. Le vélo marche bien parce que le train marche bien, et le train marche bien parce que le vélo marche bien, parce que ce sont 2 faces de la même médaille. Alors je vais profiter de mon rôle de modérateur pour satisfaire ma curiosité, parce que M. Samso, vous avez consulté vos administrés sur les Corona aménagements, en fait sur la piste cyclable temporaire. Voilà, je viens de découvrir le questionnaire que vous avez envoyé, et nous connaissons tous l'importance de la consultation, donc je suis très curieux. Quel a été le retour de vos administrés sur vos propositions? Alors, j'ai pas encore tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tout relevé. Pour ce que j'avais comme résultat temporaire, ce qui est intéressant, c'est le côté, pas que rassurant, pas simple, assez clivé. C'est-à-dire que j'ai, au-delà du nombre, bien, pas bien, etc., ce qui est intéressant, c'est les commentaires. Et j'ai, en gros, à ce que j'avais à peu près moitié-moitié, les gens qui trouvent que c'est super et les gens qui trouvent que c'est horrible. Et je pense qu'on a un vrai sujet compliqué. Et là, je vais vous renvoyer la question. Vous voyez, c'est mon côté ping-pong. Là, on va changer de sport. Mais je pense qu'on a un sujet extrêmement important d'emmener les gens sur le vélo. Moi, j'ai été frappé, là encore, dans ce que disait Frédéric Errand ce matin, sur le fait que dans l'augmentation de la pratique du vélo, il y a relativement peu de nouveaux cyclistes. Il y a en fait des cyclistes occasionnels qui deviennent des cyclistes réguliers, mais relativement peu de nouveaux cyclistes. On a un sujet majeur qui est de rendre le vélo tellement positif, sympa, attirant, qu'on va emmener des gens pour tester leur première fois. La première fois du vélo, c'est comme la première fois de bien d'autres choses, c'est très important et ça marque. Et il ne faut pas la rater, cette première fois. Et je pense qu'il faut absolument qu'on fasse le travail de rassurer, d'emmener, etc. Ce qu'on a fait au moment des aménagements temporaires, quand on a traité un des points un peu compliqués sur Massy, qu'on avait à traiter. Alors là, la proximité des transports, c'est une bénédiction, mais ça a quelques inconvénients aussi. Mais quand on a fait les aménagements, notamment un vrai point noir qu'on avait dans Massy pour faire le lien qui va de Paris jusqu'au plateau de Saclay, c'est qu'on a fait de la signalétique, des fiches explicatives, des trucs comme ça, pour tenir par la main les gens et pour les rassurer, pour qu'ils essayent. Et je pense que l'un des gros défis du monde du vélo, c'est bien sûr travailler sur les appareils, etc., mais c'est d'emmener des gens et de leur dire, allez, venez essayer une fois, et quand ils auront essayé une fois, ils l'adopteront. Alors, merci pour ce défi. Le ping-pong, j'aime beaucoup le ping-pong. J'ai joué au ping-pong pendant des années. J'étais pas un champion, mais je crois que, en fait, la clé de la réponse à votre question a été donnée par Monsieur Thomas à côté de vous, qui a parlé des lycéens, des enfants. Vous savez pourquoi les Pays-Bas sont un pays cyclable aujourd'hui? Parce que les parents, on en avait marre que leurs enfants se fassent écraser sur la route par les voitures. Et donc ils sont allés dans la rue, ce sont les enfants eux-mêmes qui sont allés dans la rue. Il y a des témoignages qui sont disponibles sur YouTube avec sous-titres en français, c'est extraordinaire. Et si vous arrivez en tant qu'élu à permettre qu'un enfant de 7 ans puisse aller à l'école tout seul, vous aurez gagné la bataille pour tout le monde. Parce qu'ils vont dire à leurs parents, est-ce que tu viens avec moi à vélo? Du coup ils disent oui, pourquoi pas. Et c'est ce réseau cyclable qui va amener tout le monde à l'école. Mais ça commence vraiment par les enfants. Quand j'ai organisé ou quand j'ai monté mon association Phare à vélo, la première réunion, c'était le 6 avril 2017. Et la première question que j'ai posée aux adhérents, c'était « Pourquoi vous faites du vélo ?» Et c'était tous unanimes, parce que j'ai appris à faire du vélo quand j'étais petit. Et donc heureusement que le gouvernement a lancé le programme Savoir rouler, qui oblige toutes les écoles à apprendre, de l'école primaire, apprendre à leurs élèves à faire du vélo. Si tous les enfants apprennent vraiment à faire du vélo, ça y est, on y est. Donc merci pour cet échange. Voilà, il reste quelques minutes pour une question, pour ensuite prendre un verre ensemble et poursuivre ce dialogue fantastique avec les élus, que je remercie d'être là. Est-ce qu'il y a encore une question, un témoignage que vous voudriez apporter? Marc? Oui, une question sur le vélo à bord des transports. Alors vous avez évoqué effectivement la difficulté à l'heure actuelle sur le RER. Il y a aussi le métro du Grand Paris qui arrive. Alors j'ai eu l'occasion de poser la question à son président. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de réponse et qu'il fallait aller la chercher du côté des autorités organisatrices. Donc, messieurs, je vous fais passer un message. Bon.
Merci beaucoup pour ce message. Merci à tous d'être venus. Et c'est plutôt Marc, c'est la recyclerie sportive qui vous invite à prendre un verre ensemble pour poursuivre ces échanges avant de regarder ce soir le film à partir de 8h, je crois. 20h30, donc venez pour poursuivre cette première journée d'un événement qui va durer deux journées encore demain. Donc merci beaucoup d'être venus et puis à tout de suite devant le verre qui sont déjà remplis. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, d'être avec nous.